là. En plus, j'aime beaucoup la déco. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Parfait, voilà, ça c'est moi, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, j'étais informaticienne il y a très longtemps. Vous imaginez, à cette époque, il y avait encore des disquettes souples et des dinosaures. Et je pense être une des rares informaticiennes à ne pas avoir trouvé du boulot informatique, mais en sociologie. Ne faites pas ça chez vous, normalement on fait les choses dans l'autre sens. À l'époque, j'étais absolument convaincue que l'égalité homme-femme, c'était une affaire pliée, c'était un problème pour ma mère, c'était plus un problème pour moi. Et en fait, en cherchant du boulot, j'ai découvert que j'étais une femme. Enfin, je veux dire, avant, j'avais une validée, mais en fait, j'ai découvert que être une femme, c'était en fait un handicap parce que j'étais une jeune femme mariée. Et là, les employeurs ont imaginé que j'allais faire des tas d'enfants dont j'allais m'occuper exclusivement et dont je n'étais pas très intéressante sur le marché du travail. Je ne suis donc pas devenue informaticienne. J'aurais été une informaticienne très heureuse. Je ne suis pas partie parce que j'aimais plus ça ou que je m'étais trompée. Non, non. Bon, je suis devenue une sociologue très heureuse, je vous rassure, mais ça m'a incitée à travailler sur les questions de genre dans le numérique. Ça fait 20 ans que je travaille sur la question. Et donc, c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut que je vous dise, moi, je ne suis pas du tout du matin, vous, je ne sais pas. Mais je me dis que ça allait être prudent de faire un petit test de niveau pour voir si, un, vous êtes tous réveillés et toutes réveillées, et deux, si tout le monde a sa place dans cette salle, sinon on va gagner du temps, et je vous laisserai reprendre du café. Alors, dans un certain nombre de cas, je suis face à des personnes de bonne volonté qui me disent « Moi, homme ou femme, je ne fais pas de différence, donc je ne vois pas pourquoi ces questions de parité, ça me concerne. Que ce soit un homme ou une femme, je traite pareil, j'embauche pareil. Pour moi, c'est tout pareil. OK, soit. En plus, super, je veux dire, c'est quand même une déclaration, une annonce de bonne volonté. Alors, on va voir si vous vous en sortez. Je vais vous poser une question un peu difficile, surtout que vous êtes un peu dans la pénombre, mais enfin, vous allez peut-être vous en sortir quand même. Regardez la personne qui est à côté de vous et essayez d'évaluer si c'est un homme ou une femme. Si vous n'en sortez pas, on va gagner du temps. Laissez tomber. Est-ce que vous avez réussi? Non, c'est bien, c'est bien. Au niveau, la population de la Gilles-Tour. Non, mais c'est parfait. Alors, comment vous y êtes pris? Qu'est-ce qui a été signifiant pour vous? Alors, je dois dire que si on était comme ça, ce serait hyper simple. Mais on n'a pas le droit. Enfin, je veux dire, dans l'échange social habituel, ça, on ne peut pas faire. En même temps, très honnêtement, quand on regarde ces représentations, on se dit que... Alors, il faut que je vous dise un truc, les vraies femmes, elles ne sont pas tout à fait comme ça. Et certains hommes ne sortent pas avec leur feuille de vigne. Sachez-le. Donc, quand vous avez regardé votre voisin ou votre voisine, vous avez fait une évaluation instantanée et vous avez estimé si c'était un homme ou une femme. Et on est tous des experts et des expertes à ce jeu-là. Il nous faut très, très peu de temps. Et si par hasard, vous vous en sortez pas, si par hasard, la personne à côté de vous est gender fluide, non-binaire, eh bien, OK, alors de deux choses l'une. Ou c'est la première fois que vous êtes confronté à cette situation et ça vous perturbe, ou vous vous rendez compte que cette personne est non-binaire et s'exprime d'une manière qui rend cette évaluation difficile, mais ce n'est pas neutre. Et en fait, cette détection, comme on ne peut pas la faire sur des bases anatomiques la plupart du temps, eh ben, on la fait sur d'autres choses, les vêtements, les cheveux, le maquillage, les bijoux. Alors je sais, les hommes peuvent porter certains types de bijoux, mais en général, ce n'est pas les mêmes que pour les femmes. J'ai beau être en chemise et pantalon, les coupes de mes vêtements ne sont pas des coupes qu'on trouve d'ordinaire chez les hommes. Les hommes peuvent avoir les cheveux longs plutôt plus à la Gilles-Tour que chez les traders à Genève, mais enfin, c'est quand même possible. Néanmoins, on sait faire cette évaluation parce qu'il y a des codes sociaux qui nous distinguent. Alors, et c'est des codes sociaux, on est bien d'accord. C'est-à-dire que on a l'habitude de reconnaître aujourd'hui, à Rennes, au XXIe siècle, une tenue considérée comme d'homme ou de femme, une façon de se donner à voir.
outre quelques détails biologiques, effectivement, qui nous distinguent, mais qui ne sont pas toujours si pertinents que ça. Oui, les hommes ont plutôt de la barbe, les femmes ont plutôt de la poitrine, mais pas tout le temps, enfin, etc. Alors, si je vous dis ça, c'est pourquoi? Imaginez maintenant, vous allez faire vos courses. Vous allez au supermarché du coin, vous allez acheter, je ne sais pas, un pack d'eau. Et au moment où vous êtes à la caisse, au moment où vous payez, eh ben, vous ne savez pas si la personne à la caisse, c'est un homme ou une femme. En soi, on s'en fout, hein, on est d'accord. L'eau aura le même goût, elle va coûter le même prix, tout va se passer tout pareil pour vous. Néanmoins, pendant toute l'interaction, vous allez vous poser la question. Et puis en sortant avec votre pack d'eau, vous serez encore en train de vous dire, mais alors, c'est un homme ou une femme? Et ça n'a aucune importance, enfin, sauf si vous avez des visées matrimoniales ou reproductives sur cette personne, ce qui ne nous arrive quand même pas à tous les coups. Ça n'a aucune importance. Pourquoi on fait cette évaluation? Eh bien, parce qu'on pense, à tort, et en plus on sait que c'est à tort, mais on pense que savoir si c'est un homme ou une femme nous aide à l'interaction. On convoque involontairement tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense savoir sur les hommes ou tout ce qu'on pense savoir sur les femmes, et on pense que tout ce qu'on vient de convoquer va nous aider à l'interaction. Et au fond, on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai, on sait que ce qu'on convoque, c'est souvent des stéréotypes, mais on n'y est pour rien. On les convoque. Donc, quand on dit homme ou femme, ça n'a aucune importance pour moi, je ne fais pas la différence, vous voudriez ne pas faire la différence. Sauf que involontairement, on la fait quand même. Et puis, parfois, on est absolument convaincu d'un certain nombre d'éléments qui fait que cette différence nous semblerait signifiante. Et je suis d'accord avec vous, hein. À des fins matrimoniales ou reproductives, il y a 2-3 trucs qu'il faut mettre au clair avant. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, de quoi on parle? Bon, on ne va pas se raconter d'histoire. Je pense que vous êtes au courant, des femmes en informatique, il faut une loupe pour les retrouver. Il n'y a pas beaucoup d'étudiantes, il n'y a pas beaucoup d'élèves ingénieurs, il n'y a pas beaucoup... Enfin, bon, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et quand, en plus, par hasard, elles viennent, il y a un décrochage supérieur des femmes en informatique par rapport au décrochage dans d'autres types de travail. C'est-à-dire que non seulement il n'y en a pas beaucoup qui viennent, mais en plus, elles ne restent pas. Donc ça, c'était dans les études, ça, c'est dans l'emploi, hein, c'est pas beaucoup mieux. Bon, allez, il n'y en a pas. Allez, on a compris. Bien. Bon, ce n'est pas qu'un problème français, hein. Ça, c'est en Europe. Alors, la Suisse n'étant pas en Europe, elle n'est pas sur cette courbe, mais je vous assure qu'en Suisse, on est au même niveau. Ça, c'est donc pour l'Europe, la moyenne est à 17%. Il n'y a pas un pays qui passe les 35%. Donc, somme toute, la France est tout à fait dans la moyenne. Ça ne reste pas grand-chose. Et pourtant, à l'origine, tout du moins en programmation, il y avait des femmes dans l'informatique. Alors, je pense que vous en avez entendu parler, parce que quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, on ne savait pas. J'ai découvert. Mais maintenant, on commence à parler d'elle beaucoup. Ada Lovelace, première personne à avoir écrit un programme informatique sur une machine mécanique développée par Charles Babbage. Le premier programme, enfin, elle a inventé la boucle, c'est-à-dire une opération qui se répète avec une condition de sortie. J'aime bien montrer cette image-là parce que souvent on présente Ada Lovelace, on se croirait dans les vieux films de Sissi Impératrice. Vous voyez, elle a beaucoup de dentelles, froufroutantes, on ne voit pas du tout que c'est une femme scientifique. Bah, j'aime bien la présenter en surimpression sur son travail. Voilà, l'invention de la boucle, qui est quand même un truc utile en informatique, le premier programme, c'est Ada Lovelace. À côté, vous avez Grace Hopper. Alors, Grace Hopper, amiral de l'armée américaine, une des 10 premières personnes à porter le titre de senior programmeur, homme de l'année de l'informatique en 1968. Donc, Grace Hopper, elle a inventé la compilation, ce qui est aussi un truc passablement utile. Et elle a permis la diffusion du programme COBOL. On pense qu'on veut du COBOL, mais quand même, en informatique de gestion, ça a été très utile. Là, je vous montre les programmeuses de l'ENIAC. Alors, je vous ai mis leur nom. Ce n'est pas des demoiselles du téléphone. Je dis ça parce qu'on a tellement déjà plus l'habitude de voir qu'un ordinateur, ça a pu ressembler à ça un jour. Hein, ça a pas mal changé, je le reconnais. Et puis, comme on les voit brancher des trucs, on s'imagine que ce n'est pas des informaticiennes, c'est des opératrices. D'ailleurs, j'ai
un de mes collègues en sociaux qui prétend que c'est des petites mains, qu'elles avaient des savoirs ouvriers, des trucs comme ça. Ah, c'était des mathématiciennes. Hein. C'était des mathématiciennes sous-payées qui ne trouvaient pas de boulot en mathématiques, qu'on est allé chercher pour faire cette tâche peu qualifiée, considérée comme un sous-produit de l'informatique, qui était la programmation. Donc là, on a 2 programmeuses de l'ENIAC qui programment assez concrètement l'ordinateur. Et puis à côté, vous avez Margaret Hamilton, première personne, pas femme, première personne, à porter le titre d'ingénieur logiciel. Elle le pose à côté de la pile de lignes de code qu'elle et son équipe ont écrit pour pouvoir poser le module Apollo sur la Lune. Et d'ailleurs, donc elle fait le système embarqué du module Apollo avec un système de gestion de priorité. Elle a fait en sorte que le module s'est posé malgré une fausse manipulation des astronautes. Première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel, parce qu'en fait, jusqu'à Margaret Hamilton, la programmation était considérée comme sans valeur. Ce qui avait de la valeur, ce qui comptait, c'était le matériel. Le logiciel, il n'y avait pas de cours dans les universités, il n'y avait pas de diplôme. Ces programmeuses de l'ENIAC, elles ont inventé le logiciel en le faisant. Grace Hopper a pronostiqué que le logiciel finirait par coûter plus cher que le matériel, ce qui est vrai. Et ce qu'on constate aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez inimaginable. Le logiciel était de peu de valeur, et c'est pour ça qu'on a toutes ces femmes dans l'informatique au niveau de la programmation, pas au niveau de la conception des machines, parce que ce n'était pas le domaine dans lequel il y avait du prestige et il y avait des salaires confortables. Voici une image banale de l'informatique des années 60-70. Alors, on n'est pas chez Picard, hein, ce n'est pas des congélateurs, c'est l'ordinateur que vous voyez là. Vous voyez qu'on est très très loin de l'informatique portable, ça prenait toute une pièce. Et s'il y a des femmes sur ces images, ce n'est pas parce qu'on a fait un effort de parité, hein, c'est parce que c'était le paysage normal de ce qu'on appelait les gros systèmes à cette époque de l'informatique. Là, on est sur des plaquettes publicitaires de C2I, Honey ou Elbull. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent en informatique. Et puis, il se passe quelque chose avec l'arrivée du micro-ordinateur. Alors, nous remercierons Apple pour cette publicité. Oui, je ne leur en veux pas, hein, mais quand même. Où pendant que madame fait la vaisselle avec le sourire, vous notez que quand les femmes font la vaisselle dans la pub, elles sont toujours souriantes. Ça nous épanouit, vous imaginez même pas. Pendant que monsieur fait le budget familial. Alors, soit dit entre nous, à l'époque, les calculatrices existaient déjà. Hein. Vendre un Apple pour faire le budget familial, comment vous dire? Vu le prix que ça coûtait, je sais que mon père en a acheté un. C'est là-dessus que j'ai appris à programmer. On vendait du fantasme, hein. On ne vendait pas du tout des trucs utiles. On vendait des magnifiques jouets sur lesquels la pop culture fantasmait depuis longtemps, la science-fiction, la culture américaine, y compris la contre-culture. Bref, le micro-ordinateur arrive, et il y a des gens qui en rêvaient depuis très longtemps, et ces gens étaient plutôt des hommes. Et puis ce même micro-ordinateur arrive en entreprise. Vous voyez IBM qui annonce le nouvel ordinateur portable. Alors il est certes portable à 2 mains, mais vous voyez d'où on vient, c'est quand même un énorme progrès. Il a une très très belle cravate par ailleurs. Mais vous voyez que le visuel change. C'est quand même maintenant les hommes qui ont la main sur ces ordinateurs. Et voilà ce qu'on constate. Alors ça, c'est une courbe aux États-Unis. Vous avez la part des femmes dans un certain nombre de disciplines, la médecine, le droit, la physique. Ça monte gentiment. Alors, on n'atteint pas la parité dans certaines, en particulier en physique, mais enfin. Par contre, en informatique, alors que l'informatique est bien dans la course jusqu'aux années 80, hein, on a quasiment un retour à l'état initial. Ces années 80, c'est l'arrivée du micro-ordinateur à la fois dans les foyers et à la fois en entreprise. Dans les foyers, c'est les garçons qui sont équipés les premiers. C'est là qu'on a cette image du geek ou du nerd qui commence à se construire, en tout cas en Europe, qui était déjà aux États-Unis mais qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire ces jeunes hommes très investis dans le rapport à la machine, qui bidouillent, qui programment, qui jouent, et qu'on imagine peu sociable, peu à l'aise avec les filles, et peu sportif, etc. Et ce même micro-ordinateur, enfin pas le même en fait, mais un micro-ordinateur aussi, arrive en entreprise à la place des gros systèmes.
C'est pas tout à fait les mêmes, évidemment, mais de loin, ça ressemble. Et il se crée une fausse continuité des représentations entre ce jeune homme qui bidouille sur son ordinateur de jeu ou sur ces ordinateurs avec lesquels on peut commencer à apprendre à programmer, et ces ordinateurs qui sont en entreprise. Ce pas les mêmes personnes, mais quand on cherche à s'orienter, qu'on est un adolescent ou une adolescente, qu'on est un parent, qu'on est un prof, un conseiller, conseillère d'orientation, eh ben, on a un peu l'impression que c'est la suite. Et donc, dans ces années-là, des garçons vont massivement... Ça va toujours? Ouais. Vont massivement dans l'informatique en se basant sur cette continuité à la fois dans la pop culture et à la fois avec les micro-ordinateurs. Pardon. Voilà, ça c'est la France, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. La part des femmes dans un certain nombre d'écoles d'ingénieurs en France entre les années 70 et 2010. Sachez qu'aujourd'hui, en 2020, on n'a toujours pas passé la barre des 30%, on est au ras, mais on n'a toujours pas passé la barre des 30%. La courbe s'aplatit à partir de ces années-là. Et en bleu, la part des femmes dans ces mêmes écoles d'informatique. On a la même chose qu'aux États-Unis, une espèce de sommet vers les années 80, et puis un retour à l'état initial. Pour info, l'INSA de Rennes était paritaire en informatique en 1979. Alors, avec une direction qui était très volontariste pour qu'il y ait des femmes en informatique, mais vous imaginez, une école d'ingénieurs aujourd'hui dont la filière informatique est paritaire. Et pendant ce temps, en Malaisie, par exemple, les femmes font de l'informatique. Alors, l'équipe norvégienne qui est allée étudier la Malaisie a demandé avec ironie si la Malaisie ne serait pas le paradis cyberféministe qu'on n'aurait pas encore découvert. Alors non, en fait, c'est pas ça le truc. Mais de fait, à la faculté de Kuala Lumpur, 40% de femmes en doctorat. En France, on taquine les 18. Et encore, si en France, on arrive à avoir 18% de femmes en doctorat, c'est grâce à des étudiantes non occidentales qui sont dans nos universités. Toutes les responsables de département et la doyenne sont des femmes. À Penang, 65% d'étudiantes en informatique, rendez-vous compte. 7 professeurs sur 10 sont des femmes. Que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous qu'en Malaisie, l'informatique, c'est un vrai métier de femme. C'est un métier du tertiaire, qui n'est ni dangereux ni salissant, où la force physique n'est pas nécessaire, et qui peut s'exercer de chez soi en gardant ses enfants ou ses parents âgés. C'est un vrai métier féminin. Et c'est ainsi que les informaticiennes le présentent. Un bon métier pour les femmes. Alors, on se comprend, hein, ce n'est pas du tout les arguments que je voudrais utiliser pour inciter les filles aujourd'hui à aller en informatique. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En fait, les caractéristiques qu'elle liste du métier, effectivement, correspondent à ce que d'ordinaire, nous aussi en Occident, considérons comme étant un métier féminin. Et incontestablement, ça colle avec l'informatique. Elles ont juste omis un tout petit détail, c'est que l'informatique, c'est un métier technique. Effectivement. Mais visiblement, ça ne prend pas le pas sur tout le reste. Alors que si je vous demandais de décrire un métier de l'informatique, a priori en tête, on aurait la technique, la logique, éventuellement les maths, même si le lien entre maths et informatique est un petit peu exagéré, des responsabilités, des bons salaires, beaucoup d'emplois, de longues heures de travail, un vrai métier d'homme. Bon, quand on regarde ce qu'on appellerait un métier d'homme, donc un métier qui serait l'inverse de ça, un dangereux, salissant, où la force physique est utile, où c'est impossible de télétravailler, où on travaille le soir et les week-ends, ouais, comme le métier d'infirmier-infirmière, qui est un vrai métier de mec. Alors effectivement, je triche encore. Sur infirmier-infirmière, j'aurais dû citer le soin aux personnes, qui, lui, est considéré comme étant un métier, comment dire, attribué d'ordinaire aux femmes. J'aurais dû citer aussi que c'est un métier subalterne, parce qu'au-dessus, il y a les médecins. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Il y a des constructions sociales autour des métiers qui extraient une compétence et elle semble être fondatrice, essentielle du métier. Et cette compétence est genrée et elle semblerait expliquer la
proportion sexuée à l'intérieur de ce métier. L'informatique, ce serait la dimension technique. Les soins infirmiers, ce serait le soin aux autres. Alors que quand on regarde les autres caractéristiques, c'est beaucoup moins évident. J'aime beaucoup quand on dit aux informaticiennes « Ah ouais, mais alors les heures de travail, les réunions le soir, c'est pas compliqué pour ta famille ?» Ok, bien sûr que c'est compliqué. Je veux dire, toute personne qui se colle au problème de l'articulation vie de famille, vie professionnelle, homme ou femme, c'est compliqué. Le problème, c'est que d'ordinaire, on considère que c'est les femmes qui doivent s'y coller. Mais évidemment que c'est compliqué. Par contre, on ne dit pas aux infirmières oh, les gardes de nuit, et puis le soir et les week-ends, c'est pas compliqué avec ta famille. Mais si, bien sûr que c'est compliqué. Mais elles sont infirmières, c'est un métier de femme. Donc elles se débrouillent. Alors pourquoi on pense que les infirmières se débrouillent et que les femmes cadres en entreprise auraient du mal à se débrouiller? En fait, ce n'est pas la caractéristique du métier, hein, vous comprenez bien. C'est la représentation qu'on a de qui est à sa place dans un métier ou un autre. Alors, parfois, on dit les femmes s'auto-censurent. Si elles n'y vont pas, c'est un peu leur faute. Parce que les métiers n'ont pas de sexe, tout le monde le sait, tout le monde peut faire tous les métiers. Alors, il y a juste prêtre catholique où c'est pas possible, hein, ça c'est vrai. Mais effectivement, les autres métiers sont ouverts à tous et à toutes. Pourquoi elles ne vont pas en informatique? Elles ont le droit. Donc, si elles n'y vont pas, c'est qu'elles s'auto-censurent. Ok, vraiment? Je me demande où on va piocher une idée pareille. Comme c'est bizarre. Ça ne monte pas au siècle dernier. Hein. C'est mon worst of que je ranime tous les ans avec de nouveaux éléments. Alors, vous comprenez bien qu'avec des images comme ça, on n'est pas destiné à des mêmes futurs. Hein, on n'a pas les mêmes destins. Côté shopping de rêve, trop cool, le magasin transportable vient d'ouvrir. Vite, Emma, Manon et Célia découvrent la nouvelle collection de robes et de sacs. Et il y a même des montres. Nos amis vont-elles trouver leur tenue idéale? Voilà, l'aventure, vous voyez, chez Playmobil Filles, c'est ça, trouver sa tenue idéale. Alors que de l'autre côté, vous vous doutez bien, l'aventure, ce n'est pas la même chose. Alors plutôt que de vous faire un bilan de la pile d'images que je peux avoir, de cette socialisation permanente du jardin d'enfants à l'université, ah oui, j'ai quand même un tout petit passage. Parfois, on me dit, oui, les choses s'arrangent, les images, on les a plus pareilles, tout ça. L'image du haut, ça vient d'un manuel d'apprentissage de la lecture qui a maintenant 15 ans. Elle lit, il compte. Bon. L'image du bas, c'est chopé sur le site d'un organisme qui voulait inciter les filles à aller vers les maths. Une attention particulière sera apportée à l'inclusion des filles. On est bien d'accord, c'est 2 fois la même image. Il compte, elle lit. Alors, dès que j'ai chopé cette image, je leur ai dit non, mais là, quand même, il y a un souci. Ils ont immédiatement compris ce que je voulais dire. Ils ont donc immédiatement changé l'image. Comment on peut produire des images comme ça? Eh bien, on va sur une banque de données, on cherche des images avec des garçons et des filles qui font des trucs à l'école. Et on n'a pas forcément une lecture critique des images qu'on est en train de mettre en œuvre, alors qu'on est vraiment de bonne volonté parce qu'il y a cette volonté d'insérer les filles. Par contre, vous voyez cette image complètement actuelle du petit garçon qui fait un truc sur un écran pendant que la fille elle a un bloc-notes. C'est absolument la même chose que cette image de cet ancien manuel d'apprentissage de la lecture. Elle lit, il compte. Bien, et donc, comme je vous disais, je ne vais pas énumérer ces mauvais exemples. Je vais regarder ce que ça donne à travers le regard de l'IA. Vous allez sur Google Images, vous tapez écolier ou écolière. Alors en ce moment, c'est Halloween, vous allez voir les écolières, les naughty écolières sont un peu déguisées avec des chapeaux. Et voilà, mais enfin, vous avez compris le thème. Hein. Pour vous, une écolière, c'est quoi? Alors c'est peut-être parce que je suis en sciences de l'éducation, mais pour moi, c'est une petite fille qui va à l'école. Ce n'est pas une jeune femme érotisée dans un déguisement d'écolière. En même temps, quand je vois ça, je me demande pourquoi les filles veulent aller en crop top à l'école. Hein. Mais où elles vont piocher une idée pareille? C'est un vrai mystère. Alors pour moi, une écolière, c'est donc pas ça, mais pour un certain nombre de personnes qui tapent écolière sur Internet, de fait, c'est bien ce qu'ils cherchent. Et puis par ailleurs, derrière ces images, il y a des sites qui payent pour que ces images d'écolières montent devant. Les personnes qui cherchent ça cliquent et Google s'auto-confirme qu'effectivement, c'était une bonne sélection. Il n'empêche que normalement, dans le langage courant, ce n'est pas ça. Et quelle image va avoir d'elle-même une petite fille qui va à l'école, qui tape sur Google Images le terme qui est censé la représenter?
Je continue avec les biais de l'IA parce que les biais de l'IA sont le miroir grossissant des biais de notre société. Si on le retrouve dans l'IA, c'est que ça existe massivement dans la société. Alors, en IA, on dit garbage in, garbage out. Si vous mettez des données pourries en entrée, vous avez des données pourries en sortie. En l'occurrence, ces données pourries, c'est les stéréotypes de notre société. Si on prend deux langues neutres comme le finnois et le turc et qu'on leur demande de faire des traductions, à partir d'un pronom qui est toujours le même, qu'est-ce que ça donne dans une langue où il y a deux pronoms comme il et elle? Eh bien, ça donne elle est riche, pardon, il est riche, elle est sexy, il a une super voiture, elle a un joli cul, il fait du sport, elle a mal à la tête, il investit, elle lave le linge. Vous avez compris l'idée? Pourquoi ça donne ça? Parce que DeepL ou Google Translate est sexiste? Non, non, non. C'est parce qu'ils font des paris statistiques sur la proximité possible entre ces termes. Et il y a plus de chances d'avoir « elle cherche sa fille à l'école » et « il est candidat à la présidence ». Alors maintenant, allons voir les CV. On crée 2 CV de Computer Science Researcher. L'un de ces Computer Science Researchers s'appelle Mary et l'autre s'appelle John. 2 CV complètement identiques sur le site de la même université. On laisse Google mouliner et on les cherche. Et la page de John s'affiche plutôt dans la série de réponses que la page de Mary parce que John Computer Science est plus probable que Mary Computer Science. Et donc la page de John, qui est rigoureusement la même au prénom près que la page de Mary, arrive plus haut dans la liste des référencements Google. Ça, c'est ce qu'on appelle des biais d'allocation. Ce n'est pas parce que c'est statistiquement probable que c'est pertinent. C'est 2 choses complètement différentes. On va voir si vous pouvez faire de bonnes IA. Paris est à la France ce que Berne est à... Pas mal. On continue. C'est plus simple. Biden est aux USA ce que Macron est à... Parfait. Attention, ça se complique. L'homme est au programmeur ce que la femme est à... Voilà, c'est les mêmes probabilités statistiques. Et comme je vous disais, probable statistiquement ne veut pas dire pertinent. Donc si l'IA nous renvoie ça, ça veut bien dire que les documents produits, les représentations produites par la société occidentale dans laquelle on est, parce que les données sur Internet sont essentiellement, ultra majoritairement occidentales, eh bien, ça veut dire que voilà, c'est ce que la société pense. J'en ai pas que pour les questions hommes-femmes. Hein. Là, on va jouer un peu avec la génération automatique d'images. Voilà ce que l'IA donne quand on lui demande de représenter a black African doc treating kids. Ah ouais, alors les enfants sont noirs, hein. Mais le médecin, pas du tout. Alors dans ces cas-là, on embête un peu l'IA, on reprécise sa question, on lui demande de réitérer. Quand on l'embête trop, des fois, on dit que l'IA hallucine. Elle essaie d'autres trucs. Elle préfère mettre une girafe qu'un médecin noir, parce qu'on a dit Afrique. Bon, tout le monde aime les girafes, hein, c'est cool, hein. Mais quelque chose me dit qu'il y a quand même là, pour le coup, un biais sexiste, un biais raciste, pardon, significatif. On va choper ChatGPT, il n'y a pas de raison, il faut qu'on en ait pour tout le monde. On demande à ChatGPT ce qu'il pense des métiers. Alors on lui dit « The doctor yelled at the nurse because she was late. Who was late ?» Selon cette phrase, l'infirmière est en retard. OK. The nurse yelled at the doctor because she was late. Who was late? Dans cette phrase, c'est toujours l'infirmière qui est en retard. Alors je dis l'infirmière, mais en fait, on n'en sait rien. Nurse et docteur sont neutres en anglais. Nurse peut être un homme et docteur peut être une femme. Enfin, pas pour ChatGPT. Parce que quand on lui dit « The doctor yelled at the nurse because he was late », qui est en retard, eh ben, dans cette phrase, le médecin semble être une erreur ou une faute de typo, parce que ce n'est pas logique, ça ne colle pas avec le reste de la phrase. Donc je suppose qu'en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que le médecin criait après l'infirmière parce qu'elle était en retard, donc c'est l'infirmière qui était en retard. Donc les IA peuvent halluciner et être de mauvaise foi. Et quand on demande « The girl yelled at the doctor because he was late, who was late », le docteur, là c'est bon quoi. C'est-à-dire qu'elles veulent bien que le docteur soit en retard, du moment que le docteur, he, the nurse, she, alors que docteur et nurse, comme je disais, sont neutres. Donc même quand la phrase manifestement veut dire autre chose, eh ben c'est pas possible. Alors, à quoi ressemblent les femmes de 50 ans sur Internet ?
Eh bien, Internet, on ne sait rien. Alors, je paye de ma personne. Je n'existe pas. Alors, je suis une femme de 50 ans qui ne se teint pas les cheveux et est légèrement en surpoids. Je n'existe pas. Une femme de 50 ans, alors déjà, en fait, elle en a plutôt 70, hein, on est bien d'accord? Parce qu'en fait, pour l'IA, il y a jeune et vieux. 50, bah, c'est pas jeune, okay. Donc c'est vieux. Donc on va plutôt taper dans les personnes qui ont 70 ans, qui sont blondes, qui ont une coupe au carré, qui sont blanches, qui ont l'air éduquées, et c'est un peu toutes les mêmes parce qu'elles rament à essayer de produire des trucs différents. Alors on en a mis une avec un masque, parce qu'il faut les protéger, les personnes âgées, hein, vous savez. Voilà. Donc voilà ce que nous renvoie le miroir de l'IA. Si on ne va pas embêter un petit peu les données pour changer les choses, ben, on n'a pas fini de générer des données qui vont régénérer des données, qui vont régénérer des données qui vont être biaisées. Alors, sur ce, je vous parlais donc de cette soi-disant autocensure des femmes. Ça, c'est le truc que j'emploie pour traumatiser les profs de maths à qui je fais cours. On propose cette image et à une classe d'élèves, on va dire fin primaire ou début secondaire, et on leur dit, dans un premier cas, nous allons faire un exercice de géométrie. Et dans un autre cas, on leur dit, nous allons faire un exercice de mathématiques. Ce n'est... pouf, pouf, je recommence. Dans un premier cas, nous allons faire un exercice de géométrie, et dans un deuxième cas, nous allons faire un exercice de dessin. Voilà. C'est ni de la géométrie, ni du dessin, c'est recopier une figure, enfin, ça pourrait être l'un ou l'autre, c'est plausiblement l'un ou l'autre, hein, mais c'est juste un travail de recopie. Selon que cette tâche est labellisée géométrie, on active un stéréotype qui s'appelle garçon, c'est-à-dire on suppose que les garçons seraient meilleurs en maths que les filles, et en particulier en géométrie. Et quand on active dessin, la tâche dessin, eh ben on active le stéréotype que les filles seraient plus douées pour le dessin parce qu'elles seraient plus soigneuses, les arts graphiques, etc. Et ça donne quoi avec les élèves? Eh ben ça donne ça. L'échelle n'est pas à 0, mais les écarts sont significatifs. Les filles en jaune qui pensent faire de la géométrie réussissent moins bien que les garçons et nettement moins bien que les filles qui pensent faire du dessin. Alors que les garçons, c'est l'inverse. Mais surtout, vous voyez l'écart entre les filles et les filles. Les garçons sont moins sensibles, les filles sont très sensibles à cette activation du stéréotype. C'est-à-dire, penser qu'on est en train de faire de la géométrie, en tant que fille, vous met en difficulté. Pensez que vous faites du dessin, vous met à l'aise. Alors, étape suivante, on va demander à ces garçons et à ces filles, est-ce qu'ils croient dans ce stéréotype? Est-ce qu'ils pensent que les garçons ont la base des maths? Est-ce qu'ils imaginent que les garçons sont meilleurs, etc. Eh bien, que les personnes y croient ou n'y croient pas, ça ne change rien. C'est-à-dire le fait de savoir que la société autour de vous est convaincue qu'en tant que fille, vous avez plus de risques d'échouer quand vous faites de la géométrie, suffit à vous empêcher de performer. Et je vous montre ça dans le cerveau. Alors là, c'est des étudiants et des étudiantes en maths qu'on met dans une IRM et à qui on demande de résoudre des équations pas triviales, mais qui demandent quand même un peu de... Enfin, faisables de tête, mais pas triviales. Et puis on prend une équation au hasard, qu'on extrait, et puis là on dit au micro, pendant qu'ils sont dans l'IRM en train de calculer, sur l'équation suivante, il y a des différences entre hommes et femmes. Différences. On n'a pas dit qui faisait mieux, ça ne sert à rien, tout le monde connaît le stéréotype. Et au moment où on annonce qu'il y a des différences, eh ben, dans le cerveau des femmes, l'aire cérébrale qui gère les émotions négatives s'allume et leur performance descend. L'équation a été piochée au hasard, ça marche sur n'importe quelle équation, ce n'est pas l'équation le problème. C'est le fait qu'on a activé le stéréotype. Parce que pendant que vous essayez d'inhiber cette émotion négative, c'est-à-dire qu'on est en train de sous-entendre que vous n'allez pas réussir, eh ben, vous ne faites pas des maths. Ce qui veut dire que quand on vous parle beaucoup de déconstruire les stéréotypes à l'école, c'est la faute aux stéréotypes, il faut déconstruire les stéréotypes, ça ne suffit pas. C'est-à-dire vous pouvez savoir que le stéréotype n'est pas fondé, et pour autant être menacé. Les stéréotypes, c'est comme la mauvaise herbe. Vous les arrachez, ça repousse sans arrêt. Tant qu'on ne démonte pas le système qui les génère, les stéréotypes sont en aval de ce système, pas en amont. Donc quand on ne démonte pas le système qui les génère, eh ben, ils continuent à être actifs. Alors, j'ai été invitée par la FUP la semaine dernière, et la FUP, les programmeurs de PHP, font des courbes depuis longtemps sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes de la FUP.
Les femmes sont en rouge, au cas où vous auriez eu un doute. Alors, les femmes s'autocensurent. Alors, franchement, plusieurs choses à dire là-dessus. Quand on voit tous les signaux qui nous arrivent, ouais, au bout d'un moment, c'est sûr, on a un doute. Hein. Je veux dire, ce serait même être complètement délirant de ne pas en avoir. C'est-à-dire, on est bombardé de signaux qui nous disent « Ah, si ça se trouve, tu ne vaux pas autant. » Ou alors, si ce n'est pas ça, de signaux qui nous disent « Ça va être plus dur pour toi ici, il faut être lucide parce que la société n'a pas très envie de t'intégrer, de te représenter, n'a pas très envie de t'exister. Peut-être si tu allais ailleurs, ah oui, alors on craque, on va ailleurs, on va en sociologie, hein, par exemple, parce que manifestement, on arrivera à faire sa place. » Et alors, sur le salaire, on a beaucoup dit, si les femmes gagnent moins, c'est leur faute, c'est parce qu'elles demandent moins. Ça a été vrai jusqu'aux années 90. Effectivement, les femmes demandaient moins. Et puis, là, on a des études récentes qui montrent que les femmes demandent autant que les hommes, mais que les employeurs donnent moins. Quand même pour qui elle se prend, quoi. C'est-à-dire, les hommes arrivent en disant « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », ok. Ah, hein, ouais, il a bossé. Et les femmes arrivent en disant « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Mais peut-être quand même, elle en rajoute. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'elle se rende compte, quoi. Donc, les employeurs, hommes ou femmes, donnent moins. Parce que la compétence, ça fait partie des éléments qui sont malheureusement connotés masculins. Bon, alors, on fait quoi? Alors, il y a des... Moi, je travaille sur l'enseignement supérieur, et donc il y a des écoles qui ont fait des choses. Et qui ont fait des choses pour obtenir des proportions qui sont beaucoup plus sympathiques que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire les écoles d'informatique en France, vous voyez, actuellement, c'est 18%. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein. Mais voilà, c'est des endroits qui ont réussi à passer de 18%, voire pire. 42, c'était 5%. Carnegie Mellon, c'était 12%. À 40 à 50% de filles, en forçant personne, je vous rassure. Alors, comment elles ont fait? Je vous emmène en Norvège, à NTNU, grosse université de technologie. Comment a-t-on fait pour intégrer plus de femmes? Alors, il y a 3 dimensions à respecter. Si on en lâche une, ça marche moins bien. Intéresser, recruter, socialiser. C'est-à-dire, si vous intéressez des femmes et que vous ne les recrutez pas, ça ne marche pas. Si vous les recrutez et qu'ensuite vous ne vous occupez pas de leur carrière ou de leur poursuite d'études, eh ben, elles s'en vont, ça ne marche pas. Donc, il faut tenir les 3 dimensions. Alors, comment a fait NTNU? Une pub monstre, des actions dans les lycées, une mise en évidence des perspectives de carrière. Voilà, ils se sont rendus très visibles. Recruter. Alors là, ils ont fait quelque chose de controversé, dont je vais vous parler. Ils ont fait un quota. Alors, comment ils ont fait leur quota? En fait, ils ont recruté la promo normalement, et les 30 viennent ensuite. Ils ont pris les femmes qui suivaient, et pas les hommes. Sur 30 places, ils ont ouvert en plus. Et là, vous allez me dire, ah ouais, donc ils ont pris des femmes qui étaient moins bonnes. Si on met un quota, on n'est pas sûr qu'on reste dans l'excellence. On ne va quand même pas prendre des femmes moins performantes que des hommes. Ce ne serait pas juste pour les hommes. Voilà, ce qu'on entend d'ordinaire. Ah oui, puis il y a encore un autre truc. Moi, en tant que femme, je veux être là pour moi. Je ne veux pas être là par quota. Voilà. Là, je vous ai dit à peu près tout ce qu'on entend sur les quotas. Alors, sur cette dernière remarque, je comprends que les femmes hésitent sur cette histoire de quotas parce que c'est déjà suffisamment compliqué. Si en plus on vous dit là que vous êtes là parce que vous êtes une femme. Non, mais de toute façon, on vous dit que vous êtes là parce que vous êtes une femme. Qu'il y ait des quotas ou pas, c'est ce que les étudiantes entendent dans les écoles, d'une part. D'autre part, moi, je préfère être là parce que je suis une femme que pas là parce que je suis une femme. Parce que moi, je suis là. Et je vous prouve que j'ai raison d'être là. Ouais. Ensuite, sur cette histoire de c'est moins performant. Alors, en France, du temps où il y avait eu un bac S, les femmes avaient plus de mentions bien et très bien au bac S que les hommes. Vous mettez un quota, vous montez le niveau. Pourquoi les meilleurs étudiants et étudiantes ne vont pas en informatique? Parce que les meilleurs à la sortie du bac sciences, c'est les filles. Donc autant pour le niveau. Par ailleurs, est-ce que vous pensez franchement que votre moyenne au bac à la 3e décimale est prédictif de votre compétence à la sortie de l'école d'ingénieur? Franchement. On est sur des mesures relativement aléatoires. Et si on prend acte qu'il y a eu toute une censure sociale jusqu'au moment de postuler,
C'est-à-dire que les femmes ont fait, avec tous ces freins, cette menace du stéréotype, ce sentiment d'incompétence, si on prend acte de tout ça, quand elles arrivent au même niveau en termes de notes, ben, à mon avis, il y a une sursélection. Donc ce quota, c'est juste une mesure de rattrapage d'une longue liste de signaux qui vous amènent à éviter. Alors évidemment, hein, qui c'est qui peut prendre une décision de politique de quota? Ce n'est pas l'individu. Si on dit aux individus, bon allez, cède ta place à une femme parce que c'est plus sympa, ben non, évidemment. Ça doit être une politique de groupe, ça ne doit pas être une politique individuelle. On ne peut pas mettre sur la responsabilité de chacun de céder sa place, parce que c'est compliqué pour tout le monde. Simplement, il faut juste se rendre compte qu'un groupe socio-équivalent, tout le monde a du mérite, mais on mesure son mérite à son propre groupe social. Pour faire comprendre ça à mes étudiants et mes étudiantes, je leur explique ce qui m'arrive quand je cherche un appartement. Quand j'ai cherché un appartement, ben je suis arrivée en tant que fonctionnaire de l'État de Genève, en CDI. J'étais nettement plus intéressante pour un propriétaire qu'un jeune couple dont l'un des deux ne travaillait pas et l'autre est en CDD. J'ai eu des privilèges et j'ai activé ces privilèges et ça m'a permis d'avoir un appartement. Ce n'est pas des privilèges que j'avais fait exprès, je n'ai pas sciemment écrasé ce jeune couple avec enfant pour avoir, je veux dire, je n'ai pas discriminé activement, mais de fait, ce n'est pas ma compétence en recherche d'appartement qui m'a permis d'être là. Bon, bah, cette question de à compétence égale, peut-être on pourrait préférer une candidature de femme, bah, c'est pour ces raisons-là. C'est-à-dire que jusque-là, on n'a pas joué à jeu égal. Je vous emmène à Carnegie Mellon. Alors, Carnegie Mellon n'a pas mis de quota. Alors, si on me demande mon avis, moi, je préfère. Hein. C'est-à-dire, les quotas, c'est une solution bon marché, intellectuellement décevante, mais qui marche. Bon, mais c'est bon marché et ça marche, même si c'est intellectuellement décevant. Alors, Carnegie Mellon a fait autre chose. Carnegie Mellon, ils ont... J'ai mis en rouge ce qui est le plus significatif. Ils ont réfléchi sur les critères d'admission. Et ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que dans nos critères d'admission, le numérique, l'informatique a tant d'importance? On va les former pendant 5 ans à ces questions-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à brancher leur Livebox ou fait une LAN party avec des potes que ça va être des bons ingénieurs. Ce n'est pas significatif de grand-chose. Donc, ils ont élargi en disant des compétences artistiques, c'est bien, des voyages à l'étranger, c'est bien, du sport, c'est bien, s'engager pour la communauté, être bénévole, c'est bien. Voilà, il y a d'autres dimensions qu'avoir des compétences techniques. Et là, ça leur a permis de regarder un nombre de CV beaucoup plus large, parce que la socialisation des filles fait que c'est moins souvent à elles qu'on propose de faire des manips numériques, et c'est moins souvent à elles qu'on propose de venir en LAN party. Quand bien même... elles ont un intérêt pour le jeu vidéo, ce qui là aussi est une socialisation primaire et secondaire que les filles ont tendance à moins avoir. Et puis, dans la rubrique socialisée, ils ont fait des cours sur le genre. Parce que, oui, ce problème des filles à qui on dit « t'es là parce que t'es une fille » ou « ah ouais, dans cette école, pour avoir une bonne note, il suffit d'être une fille », voilà, chose déjà entendue, c'est pas mal d'expliquer à tout le monde, et en particulier aux garçons, ce qui se passe. Alors, c'est par exemple, moi je suis allée dans des promos, l'équivalent de d'IUT à Genève, bon, 2 filles sur 40. OK. Et ces 2 filles sur 40, elles vous racontent quoi? Elles vous racontent que les 40 mecs qui sont avec elles, en gros, il y en a 35 qui sont plutôt sympas. Ni plus ni moins, il y a un groupe qui est vraiment sympa, c'est leurs potes, et puis l'essentiel, ils sont plutôt sympas. Et puis il y en a 5, ils sont franchement toxiques. Ils font des plaisanteries sexistes, ils se bourrent la gueule en soirée, ils mettent des mains aux fesses, quand c'est pas pire. Ils sont ultra désagréables. Ils sont 5. C'est pas beaucoup hein, sur 35, mais elles sont 2. Ah, vous voyez bien le problème. Elles se les gèrent à temps plein. Et en général, on leur renvoie leur capacité à gérer les mecs, parce que tu comprends, c'est un métier d'homme, il faut que tu apprennes. Comme si c'était la fatalité. Et les 35 mecs, ils font quoi? Alors, en général, ils sont soutenants, voire vaguement soutenants. Quand ils dépassent, ils disent « ouais, non, quand même, t'es lourd, là ». Et hop, ils passent à la suite. Ils ne se rendent pas compte que c'est un système. Et ces 35 mecs, imaginez que chacun fait une plaisanterie sexiste par mois. Qui ne fait pas une plaisanterie sexiste par mois? Bah oui, ils sont 35. Donc elles, ça leur en fait une par jour, outre les 5 toxiques. Donc en fait, ces 35 qui ne sont pas favorables au sexisme, évidemment.
on a besoin qu'ils soient soutenants. Parce qu'il faut que ces 35 mecs comprennent que ce n'est pas un problème de filles. Que c'est un problème de tout le monde. Et eux, ils sont 35, elles sont 2. Pour chanter les 5 toxiques, c'est quand même beaucoup plus efficace. Alors voilà, si vous retenez une seule chose et une seule chose, pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique et dans les écoles numériques, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ce n'est pas un vrai graphique, mais ça représente un peu quand même la réalité. 82% des personnes dans les métiers du numérique n'ont jamais eu de problème de sexisme et 18% sont des femmes. Il faut que les entreprises et les écoles soient des safe spaces. Parce que vous pouvez toujours dire, allez les filles, venez dans l'informatique, c'est trop bien, vous allez aimer. Si elles ne sont pas en sécurité, elles ne vont pas. Ah, c'est normal, hein, ça tente personne. De plus en plus, et y compris dans cette conférence-là, il y a des règles de conduite. Il y a 10 ans, on aurait imaginé mettre des règles de conduite, tout le monde aurait hurlé « Ah là là, on ne peut plus prendre des ascenseurs à être des femmes, on est tout de suite soupçonné. » Bon, allez, un peu de sérieux, c'est pas de ça qu'on parle, quoi. Voilà, il faut que ces lieux soient des safe spaces. On peut toujours dire, déconstruire les stéréotypes, inciter les filles, gna gna gna. Si les filles et les femmes vont dans des endroits où elles ne sont pas en sécurité, ça ne suffira pas. Voilà, j'en ai fini, c'est ma page de pub. Si vous voulez lire des trucs que j'écris ou que je raconte, je vous remercie pour votre écoute. A priori, on a un peu de temps de questions. Je me tourne vers les orgas, vous en pensez quoi? De toute façon, je suis là à la pause aussi, si vous voulez parler avec moi, je ne vois pas d'orgas. Ah, vous êtes là. On prend 10 minutes? Allez, on roule, je vous écoute. On a des questions? Je veux bien qu'on lève la main, ça sera plus facile pour moi. Dans le step, c'est super. Ouais, bonjour. J'ai pas vu pour l'école 42, du coup, ce qu'ils ont fait. En effet. En vous parlant d'NTNU, je pensais que vous n'en parlez pas. Alors, l'école 42 a une piscine qui est le sas d'entrée. S'il n'y a pas de femmes dans la piscine, on ne risque pas d'avoir personne à l'école 42. Dans les choses dont... Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé l'équipe pédagogique, et notamment la direction, qui avait 2-3 casseroles de harcèlement, voilà, pour mettre Sophie Vigée, qui est non seulement une femme, mais en plus une femme féministe, et qui avait bien l'intention de changer l'image. Et ça, c'est déjà énorme. On a commencé par une tolérance zéro sur le sexisme, le harcèlement, les images pornographiques, et tous ces trucs nauséabonds qui n'ont rien à faire dans une école de n'importe quoi, dont d'informatique. Et cette culture, soi-disant, qui serait la culture geek, qui serait... Non, dans la culture geek, il y a autant Conan le barbare que Kiki la petite sorcière. Il n'y a aucune justification à quoi que ce soit. Ensuite, une fois que cette tolérance zéro a été mise, il y a des trucs tout simples. Voilà. Si vous mettez dans les toilettes des filles des tampons hygiéniques, bah, ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a des filles. Et que des fois, elles ont besoin de tampons hygiéniques. Ça ressemble à rien, hein, mais ça veut simplement dire qu'on existe. Si vous mettez dans les douches des sèche-cheveux, vous prenez acte qu'il y a des filles qui ont des cheveux longs. Alors, il y a aussi des mecs qui ont des cheveux longs, hein, on est bien d'accord. Je suis pour qu'on mette aussi des sèche-cheveux chez les mecs. Mais transformer la géographie de son école en pensant à des besoins que d'ordinaire les filles ont davantage, c'est aussi quelque chose qui prouve qu'on a pensé à elles et qu'on veut vraiment les accueillir. Et puis, au niveau de la piscine, eh ben, vous savez, on passe des tests sur Internet, et puis selon le niveau de test, on est admis ou pas. À cause de cette censure sociale, les filles avaient plus tendance à jeter l'éponge. Alors que les tests, on peut y retourner autant de fois qu'on veut, on peut réessayer plusieurs fois, c'est pas un souci. Et les mecs, ils avaient plus tendance à réessayer plusieurs fois. C'est pas que les filles n'aiment pas la compétition, hein, c'est pas ce que je veux dire. Regardez, les écoles de vétérinaire, c'est très majoritairement des filles. Les écoles de commerce, c'est très majoritairement des filles. Si on n'aimait pas la compétition, on ne serait pas là. C'est pas ça. C'est-à-dire, on évite la compétition quand on pense qu'on va perdre. Et ça, c'est de la santé mentale, on va dire. En informatique, tous les signaux vous disent que vous allez perdre, que vous n'allez pas réussir. Et quand vous échouez, c'est comme si c'était la révélation
de tous ces signaux. Bon, ben, des mails de relance ciblés vers les filles en leur disant « Ah ouais, t'as été loin, vas-y, continue, repars », eh ben ça aide. 42 Lausanne, qui a voulu ouvrir avec 50% de filles, bon, et qui finalement a ouvert avec 28% de filles, ce qui par rapport à l'école d'à côté qui était à 8%, autant dire qu'ils ont fait un tabac, ben c'est pareil, ils ont fait des efforts considérables pour attirer les filles à la piscine, des journées portes ouvertes, des démonstrations dans des écoles, des accueils d'événements qui mettent les femmes et les filles en valeur dans la technique, pour leur donner le sentiment qu'elles seront chez elles. Donc une fois qu'on arrive à avoir ce nombre de femmes qui postulent, si on gère le fait qu'après elles seront dans un safe space, ben on a des chances de... Alors 50%, on n'a pas encore tout transformé la société, hein, et puis en plus, il faut le faire tous les ans, il faut ramer tous les ans, hein, ça ne s'installe pas comme ça. Mais on a des chances de pouvoir féminiser les équipes. Merci beaucoup. On a une autre question? Ouais, vous pouvez remonter tout là-haut, là. Je remercie les gens du fond de penser à l'exercice et à la santé des personnes qui passent les micros. Bonjour. Alors, je vais commencer en disant que je suis assez convaincu de ce que vous défendez. Par contre, la question qui m'a peut-être un petit peu manqué, c'est pourquoi ce serait intéressant pour des entreprises et des écoles de favoriser une parité. Je soupçonne certaines réponses, mais ce serait peut-être intéressant de l'aborder. Tout à fait. Donc déjà parce que, comme je le disais précédemment, ça montrera le niveau. Je dis ça parce que les écoles d'ingénieurs sont obsédées par leur excellence. Et quoi qu'on dise, au bout de la conversation, ils vous disent « Ouais, mais l'excellence. » On va commencer par là, on va se débarrasser de ce problème. Ce n'est pas une question de compétence. Donc, ensuite, c'est un peu ce que je vous ai montré avec l'IA. C'est-à-dire l'informatique telle qu'elle est, c'est-à-dire 85-90% produite par des hommes blancs de milieux socio-professionnels favorisés valides, elle ne peut pas être inclusive. Et quelle que soit la bonne volonté de ces personnes, on ne peut pas demander à un groupe aussi homogène de penser à l'informatique pour tout le monde. Juste, ça ne marche pas. D'autant plus qu'il y a un biais d'autoconfirmation. C'est-à-dire quand on se retrouve en groupe trop homogène, comme tout le monde produit des choses très homogènes qui conviennent à tout le monde, ce tout le monde étant une population homogène, on ne se rend même pas compte, éventuellement, qu'on a raté la cible. Je vais vous donner un autre exemple, toujours sur l'IA, mais cette fois sur des questions de racisme, avec la reconnaissance faciale. Quand les premiers téléphones à reconnaissance faciale sont arrivés, ils ont immédiatement été copiés et exportés à Hong Kong, et là, les personnes asiatiques galéraient à déverrouiller leur téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait une sécurité qui faisait que quand on avait les yeux fermés, qu'on était endormi ou inconscient, on ne pouvait pas déverrouiller son téléphone, ce qui me semble sensé. Sauf que les personnes asiatiques, on leur demandait d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire les yeux bridés étaient perçus par le téléphone comme des yeux fermés. Et donc, pour déverrouiller les téléphones, elles étaient obligées d'écarquiller les yeux et de re-écarquiller les yeux pour le déverrouiller. Si dans la population qui avait développé ces téléphones, il y avait eu un peu plus de mixité ethnique, on se serait rendu compte que ça ne marchait pas terrible. Les visages de femmes noires sont reconnus 34% moins bien que les visages d'hommes blancs. S'il y avait un peu plus de femmes noires qui se posaient des questions de reconnaissance faciale, on n'en serait peut-être pas là. La reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale a été entraînée sur des corpus qui viennent de la presse. Et ces corpus ont une surreprésentation de voix d'hommes. Non pas tant dans les locuteurs et locutrices expertes, mais dans le monsieur et madame tout le monde qui sont interviewés. La reconnaissance vocale est plus performante sur des voix d'hommes que sur des voix de femmes. Et là, vous allez me dire, redressons les données. On fait des corpus propres, ça coûte cher, mais on fait des corpus propres et le problème est résolu. Non, parce que les logiciels de reconnaissance vocale ont été optimisés depuis 15 ans sur des voix basses de faible amplitude. Donc, redresser les données et réoptimiser les logiciels. Bref, il ne suffit pas de mettre des femmes pour changer la donne, mais si la population qui développe est plus en phase avec la population réelle du vrai monde, il y a des chances que le développement soit plus en phase avec la population réelle du vrai monde. Et alors, on a beaucoup dit aux filles, allez en informatique, c'est super, des belles carrières, de l'emploi assuré. Alors c'est vrai, hein, tout ça c'est vrai, un métier passionnant, tout ça c'est vrai. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce n'est pas tant elles
qui ont besoin d'aller en informatique, c'est l'informatique qui a besoin qu'elles viennent. Parce que sinon, on va continuer comme on fait, c'est-à-dire avoir un développement informatique et un développement de l'IA non inclusif. Voilà pourquoi. Une dernière question? Bonjour, merci pour la conférence. Moi, j'ai une question par rapport aux écoles et ce qu'elles ont mis en place pour intégrer plus de femmes. Est-ce qu'on a un retour de comment les hommes dans ces écoles ont vécu ces choses mises en place? Parce que, par exemple, récemment, sur Twitter, il y a eu un gros backlash par rapport à l'école 42, parce que, justement, quelqu'un a parlé de cette piscine et du fait que les femmes, enfin, il y a une espèce de quota sur la piscine pour les femmes. Et il y a beaucoup d'hommes qui avaient fait 42 et qui ont vraiment sorti tout un tas de trucs horribles en mode, de toute façon, quand on est une femme, on est prise beaucoup plus facilement. Un homme, il faut qu'il ait 8, parce qu'il y a des notations, je sais pas quoi. Mais une femme à 3, elle est prise. Et puis pendant la formation, c'est pareil. Enfin, il y a eu vraiment un gros truc sur Twitter récemment là-dessus. Et l'école 42 a essayé un petit peu de répondre, mais évidemment, c'était un peu n'importe quoi. Oui, je suis très objective. Mais donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'on a des retours un peu à ce niveau-là sur les écoles en question? Don't feed the troll. Bon. Alors, oui, il y a des gens qui résistent, effectivement. Il y a des gens qui résistent. L'obtention des droits, ça s'est jamais fait pacifiquement. Hein. C'est-à-dire, les femmes ont demandé le droit de vote, tous les mecs n'étaient pas hyper fans. Les femmes ont voulu la pilule, tous les mecs n'étaient pas hyper fans, alors qu'après coup, ils ont trouvé que c'était super pratique. Hein. Enfin, sur le coup, ils n'étaient pas... Voilà. Mais l'abolition de l'esclavage, tous les blancs n'étaient pas hyper fans non plus. Hein, je veux dire, bon. Donc évidemment, quand on perd des privilèges qu'on ne voit pas comme étant des privilèges, mais qu'on voit comme une façon d'être normale, eh ben, on trouve ça pas sympa. Des fois, il y a des gens qui me disent « Non, mais il faut que les femmes prennent toute leur place sans que les hommes en aient moins. » Vous avez déjà fait des pourcentages? Ça va pas être possible, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'était dans les classes, par exemple, où on constate une disproportion de prise de parole entre les hommes et les femmes. Si les femmes prennent les 50% qu'elles n'ont pas, eh ben, les hommes n'auront plus les 45... on est à peu près 2 tiers, 1 tiers. N'auront plus les 2 tiers qu'ils avaient. Enfin, c'est évident. Une fois, quelqu'un m'a dit « privilège pour tous ». Non, le principe du privilège, c'est que vous l'avez et l'autre, il l'a pas. Hein, voilà. Donc évidemment, si vous considérez que vos privilèges, c'est une façon d'être normale, quand vous les avez plus, vous vous sentez discriminé. Et on obtient ça. Ce n'est pas forcément des gens qui, comment dirais-je, qui sont capables de se décentrer, vous voyez. Voilà. Je me souviens aussi d'un jeune homme qui expliquait que lui, s'il comprenait bien, alors il me parlait d'une jeune femme à très faible revenu qui avait eu une bourse pour rentrer dans une filière de sciences. Pour obtenir cette bourse, il fallait vraiment que sa famille soit vraiment hyper pauvre, hein, sinon le critère revenu était très bas. Et ce gars me dit, alors moi, si je comprends bien, je suis un homme hétéro de classe favorisée, personne ne va m'aider. Comment te dire? Voilà. Donc, avec ces gens-là, qui sont capables de vous sortir des trucs comme ça, bon, faut avoir conscience de ses limites. Hein, je veux dire, on ne va pas les convaincre. Ce n'est pas à ces gens-là que je parle. Je parle à des gens qui m'invitent. Voilà. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas sorti de la salle, c'est que probablement vous comprenez ce dont je vous parle. Et c'est plutôt à vous que je parle, parce que de toute façon, on ne va pas convaincre tout le monde, ça c'est la vie. Alors, comment dans ces écoles, l'école, oui, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, surtout. En général, les garçons qui réussissent super bien, ça les gêne moins. Hein. Bon. Par ailleurs, à NTNU, quand on a proposé le quota, évidemment, il y a eu des vagues. Gna, 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 on va baisser le niveau, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de quota, il y a environ 40%, c'est plus un sujet. Peut-être qu'il faut faire le gros dos suffisamment longtemps pour que ça finisse par ne plus devenir un sujet. À 42, il y a un truc qui m'avait fait mourir de rire, c'est quand Sophie Viget a fait des thés-genres où les femmes pouvaient venir entre elles, de manière non mixte, discuter de leur vécu de femmes en informatique. Alors, chaque fois qu'on fait un truc non mixte, vous avez des mecs qui disent « Ah, c'est pas normal, pourquoi je peux pas venir ?» Quand on fait une réunion syndicale, on n'invite pas les patrons. Hein, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut jamais les voir, on va les voir après, mais on ne les invite pas. Donc là, en l'occurrence, c'était bien une discussion non mixte. Donc, il y a des mecs à 42 qui ont dit « Ah, pourquoi nous, on n'a pas des cafés non mixtes ?»
pas de problème, elle a proposé un café non mixte, elle a demandé à ces gars, c'est quoi les problèmes que vous avez en tant que garçon en informatique? Ben, on n'en a pas. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas. C'est tout. Voilà. Donc, par contre, ce qui est déplorable, c'est que malheureusement, le discours que je vous tiens, alors c'est très sympa parce qu'ici, on ne doit pas avoir la parité, mais on a une surreprésentation des hommes et c'est très cool parce que, évidemment, beaucoup d'hommes, comme je vous disais, les 35 qui sont prêts à entendre ce que je raconte, on en a besoin. Ça, c'est les alliés. Souvent, enfin, dans un certain nombre de contextes, quand la conférence est à choix mélangée à d'autres trucs, je me retrouve avec une population de femmes convaincues et surreprésentées. Voilà. C'est à vous que j'ai envie de parler pour que justement, dans ces écoles, alors on aura toujours 2, 3 haters qui diront « Ah, pourquoi pas moi ?» Bon, l'essentiel, c'est qu'ils soient minoritaires et je suis assez convaincue qu'ils sont minoritaires. Ils peuvent être bruyants et minoritaires. Voilà. Et toxiques et minoritaires. Et on s'arrête là. Ça marche. Merci, parfait. merci beaucoup Isabelle.